Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette 15e édition de Radio Mortimer. Radio Mortimer, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission web faite par la bande de spectateurs et spectatrices passionnés de spectacles vivants que nous sommes. Nous nous réunissons une fois par mois pour échanger avec le cœur et dans la bonne humeur sur des spectacles que nous avons vus. En cette rentrée, le principe de l'émission connaît un léger changement, elle n'est plus en direct. Elle est désormais enregistrée le premier lundi de chaque mois et disponible 48 heures après, c'est-à-dire à partir du mercredi qui suit. On vous mettra les dates sur les réseaux sociaux sur lesquels d'ailleurs vous êtes toujours invités à partager vos réactions au hashtag Radio Mortimer. Au sommaire de cette 15e édition, nous allons parler de 4 spectacles. Construire un feu de Jack London, mis en scène par Marc Lenné au Studio Théâtre de la Comédie Française. Scala, conçu et mis en scène par Johan Bourgeois à la Scala Paris. Le Tartuffe de Molière, mis en scène par Peter Stein au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et enfin, Le Prénom de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, mis en scène par Bernard Murat au Théâtre Édouard VII. Autour de moi pour parler de Construire un feu, j'ai le plaisir d'accueillir la nouvelle claque Aparté et Mordu de théâtre. Bonsoir. Bonsoir. Alors il faut savoir que Jack London n'était pas qu'un auteur américain, c'était aussi un aventurier qui a participé à la fin du 19e siècle à la ruée vers l'or du Klondike, une rivière du territoire du Yukon située au nord-ouest du Canada. Le terrain était si difficile et les conditions climatiques si extrêmes que sur les 100 000 prospecteurs d'or venus dans la région, seuls 30 à 40 000 d'entre eux ont réussi à s'y rendre. Dans sa nouvelle intitulée Construire un feu, Jack London fait le récit d'un homme qui décide, contre l'avis de tous, de traverser le Klondike, seulement accompagné d'un chien, et qui doit construire des feux pour ne pas mourir de froid. Pour adapter et mettre en scène cette nouvelle, Marc Lenné opte, dit-il, pour une forme chorale et filmique. Sur Twitter, Philippe Chevillet dit « Construire un feu de Jack London mis en scène comme une tragédie arctique par Marc Lenné au studio de la Comédie Française, belle scénographie de contes glacés, fine trouvaille vidéo, mais le jeu des comédiens trop enflammés, parfois outrés, étouffe l'émotion. » Vos réactions ? Moi, je pense vraiment le contraire. Je suis vraiment pour dire que le jeu des comédiens marche bien, mais que la scénographie étouffe le récit. J'ai lu Jack London, je me suis représenté le Klondike, j'ai vu la neige, j'ai vu les arbres, j'ai vu les chiens, j'ai vu le feu. J'ai pas besoin de fausse neige, de faux arbres, de faux chiens, de faux feux sur scène. Au contraire, ça étouffe mon imaginaire et j'ai été vraiment déçue de cette proposition. Mais dans ce cas-là, ça serait juste une lecture. Là, on est dans une mise en scène. Donc c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il nous pousse en fait à poser notre imaginaire à cette construction fabriquée, parce que finalement, on a des petites forêts en miniature. Au centre, on a quand même ces 3 acteurs. On met du temps à comprendre qu'il y a le narrateur, il y a juste le trappeur en fait qui parle pas, qui est presque comme un pantin en fait, actionné à la fois par le narrateur, par le chien qui lui a le droit de parler puisque la mise en scène lui donne la parole, et ce trappeur en fait qui court vers la mort sans pouvoir dire un mot, et on est juste dans ses pensées qui sont très mécaniques en fait. Et donc moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a à la fois le pouvoir de la fable, effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on rentre dans ce conte, mais en plus on est dans un univers qui est fabriqué mais qui nous pousse à s'imaginer vraiment cette aventure terrible en fait que vit le trappeur. Moi je suis un peu d'accord, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait une proposition. Alors après, qu'on marche ou pas avec cette proposition, moi ça a marché parce que je m'attendais pas forcément à ça, et j'aimais bien la construction des voies narratives donc qui reprennent ce procédé qu'il y a dans le roman, et d'avoir ces différentes voix pour les différents aspects qu'il y a dans le roman, et d'avoir aussi ce dispositif vidéo qui faisait qu'on avait différents points de chute. On voyait soit ce qui se passait réellement sur la scène, on voyait ce qui se passait sur la vidéo, on pouvait s'imaginer l'un dans l'autre puisqu'il y avait les miniatures et grandeur nature. Donc moi j'aimais bien tous ces entrechevêtrements entre les différents espaces et les différentes voies narratives portées sur la scène. Moi justement, je me suis vraiment perdue dans ces différents espaces, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui est fort, qui se suffit à lui-même, qui à mon avis, pour reprendre ce que tu disais à Aparté, il y a
pas d'intérêt à mettre ce texte en scène. Ouais. Il avait été proposé en lecture il y a quelques années par Julie Sicard. Je pense qu'ils auraient dû s'arrêter là. D'accord. Parce que j'ai pas été... Je regardais la vidéo, je regardais la maquette, je voyais leurs petites brindilles, leurs effets spéciaux, et je perds ma concentration sur le texte. Et du coup, je perds D'accord. l'émotion, je perds toute cette histoire de fil de la vie qu'ils essayent de nous montrer. Là où je suis d'accord, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris dans la mise en scène, c'est les mouvements qui sont faits par... Pierre-Louis Calixte. Tout à fait, Pierre-Louis Calixte, parce que je me disais, est-ce que ça va être le savoir des vieux qui est représenté par là, mais donc il y a des fois où j'avais je savais pas entre les mouvements et ce qu'il disait lui, qu'est-ce qu'on devait comprendre des deux en même temps. Donc là, c'est par exemple une chose dans la mise en scène qui fait que oui, il y avait un espace entre ce qu'il nous mettait en scène et le texte que j'ai pas compris, donc un espèce de creux, mais pour tout le reste, pour moi, ça marchait vachement bien et c'était pas attendu, donc... J'étais contente de cette proposition en fait. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant en fait, comme dispositif scénique. J'avais vu beaucoup de dispositifs avec des vidéos, etc., qui marchaient pas forcément pour moi. Et là j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il nous pousse vraiment à rentrer dans cet univers-là en fait, de représenter l'immensité en fait, des grands espaces et en même temps avec cette force du conte. Moi je suis vraiment rentrée dedans et je me suis abandonnée totalement en fait. À cette histoire et j'ai vraiment vécu ça et surtout le moment justement d'ailleurs c'est ce que disait je crois Philippe Chevillier, il a moins aimé la façon de scander de la part des acteurs certains moments du texte. Moi j'ai trouvé ça merveilleux quand Pierre-Louis Calixte en fait il explique que là il n'arrive plus à tenir l'allumette dans les mains et que c'est la fin en fait. Et ça, j'ai trouvé ça superbe. En plus, il y a un jeu de lumière, etc. Et là, je suis complètement rentrée dans la scène. Il a minutie des gestes aussi. Ouais. Quand lui, il est censé rester dans le champ de la caméra. Et il fait des gestes qui sont très précis parce que le cadre est vraiment hyper resserré sur sa tête et son mouvement de balancier pour montrer qu'il marche dans la neige. Mais du coup, c'est quand même vachement précis. Et moi, du coup, je trouvais que les deux allaient ensemble et que ça formait quelque chose d'intéressant. C'est une mise en scène très esthétique en fait, mais qui marche pour moi, parce que c'est vrai que parfois les mises en scène esthétiques, justement il y a moins d'émotion, et moi pour le coup, alors peut-être est-ce que c'est parce que c'est Jack London et qu'on est attaché aussi à cette écriture et à cet aventurier, peut-être que c'est ça aussi, et qu'on rentre totalement dans la mise en scène, mais j'ai trouvé que ça marchait là, pour une fois. Vous avez jusqu'au 21 octobre pour aller voir ou revoir Construire un feu de Jack London, mis en scène par Marc Lenné au Théâtre Studio de la Comédie Française. Les représentations ont lieu du mercredi au dimanche à 18h30. Merci à toutes les trois. La nouvelle claque, tu restes avec nous et tu es rejointe par Théâtrelle et par Théâtre Côté Cœur pour parler de Scala. Bonsoir. Bonsoir. Parmi les événements marquants de la rentrée théâtrale parisienne, il y a eu l'ouverture de la Scala Paris le 11 septembre dernier. Frédéric et Mélanie Biessi ont créé cette salle modulable à la croisée des arts d'une jauge de 550 places et c'est le chorégraphe Johan Bourgeois qui a eu l'honneur d'inaugurer ce nouveau lieu avec sa création Scala. Sur Twitter, Rick et Pic disent Scala de Johan Bourgeois, une proposition labyrinthique, quasi sisyphienne, où l'on s'échappe et se débat dans une structure en découverte, se défaisant et se faisant au gré de la performance. Le lieu y résonne comme inspiration. Vos réactions ? Moi, je suis assez d'accord avec la référence au mythe de Sisyphe, parce que j'ai pensé exactement la même chose à un moment du spectacle. Effectivement, on a en fait des artistes, des acrobates, qui chutent, qui se relèvent, qui s'écroulent, qui se redressent, un petit peu à l'infini, tout comme le mobilier qui va s'effondrer, se déséquilibrer et puis être complètement redressé. Je crois que c'est une méthode qui a un nom bien particulier. Mais c'est la magnétique, non ? Je pense que c'est magnétique, mais la méthode a vraiment un nom particulier et là je l'ai oublié. Et à un moment, j'ai pensé effectivement à Sisyphe qui monte avec son rocher sur la montagne et qui redescend et qui remonte à nouveau. Et j'y ai vu une espèce de métaphore ou de ressemblance, en tout cas avec le bâtiment de la Scala, qui a été de nombreuses fois détruit, qui a été un cinéma porno, qui a été un cabaret, qui a été un théâtre, qui a été fermé, qui a été réouvert. Et je trouve que ça correspond très très bien à l'histoire du lieu et à son éternelle reconstruction, malgré les aléas, malgré la vie, malgré les fermetures. Le lieu se reconstruit et j'ai trouvé que ça correspondait vraiment bien à son histoire. J'ai trouvé ça très très beau, tous ces acrobates qui ressemblaient un petit peu à
à des poupées désarticulées et puis hop, qui se relevaient sans arrêt. Il y a une jolie scénographie, c'est dans les tons de bleu, de gris, bleu scala, et c'est effectivement, c'est vraiment très agréable à voir. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, et je trouve que ça correspondait très bien à l'histoire du lieu. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que ce spectacle transmet l'âme de ce lieu. Mélanie et Frédéric Biessy ont voulu le faire visiter à tous les artistes pendant les travaux, qu'ils s'inspirent, qu'ils s'imprègnent de l'atmosphère de ce lieu qui effectivement renaît sans arrêt. Et ce spectacle qui joue sur l'équilibre, qui est plein de portes qui s'ouvrent sur du vide ou pas, ces choses trappes, cet escalier, ces chutes, ces redressements, tout ça, ça me fait effectivement penser aussi au risque que prennent les Biessy en relançant ce projet et en n'ayant pas peur de ce vide et du risque de chuter et une certaine confiance. On retrouve vraiment tout le travail de Johan Bourgeois que moi j'avais beaucoup aimé dans Celui qui tombe. Et ce travail d'équilibre toujours à la limite, avec des très beaux tableaux, très, très poétiques. Je pense à la danse des mains par exemple. C'est très poétique. Ah oui, ça c'est un petit événement qui arrive quand on voit effectivement toutes ces mains qui sortent du sol. Et que quelqu'un essaye, qu'un autre artiste essaye de balayer, il y a une poésie, c'est aussi quand elle assez descend magique. En dessous de la scène et Oui, qu'elle est avec accrochée juste avec ses jambes, on a l'impression qu'elle est dans un aquarium, c'est oui, hyper... exactement. Voilà, c'est magnifique aussi. Il y a un moment, il y a une artiste aussi qui enlève son corsage, son t-shirt, et en fait, ça doit être un voile enroulé, elle le déroule, on a l'impression qu'il fait des kilomètres et des kilomètres, et elle finit également, elle, par disparaître dans une trappe. Il y a une beauté, une poésie dans tous ces mouvements. Je trouve ça vraiment... Alors moi, pour contrebalancer un petit peu, contrebalance. En fait, je suis d'accord avec Je vois tout à fait la démarche et les mises en abîme qui ont été faites par rapport au lieu, par rapport au fait que c'est l'ouverture, même le nom du spectacle qui s'appelle Scala, il a aussi une signification. Et je comprends tout ça, mais c'est le genre de spectacle où je comprends quelle est la conception et qu'est-ce qui a voulu être démontré. Pour autant, je me suis sentie en train de regarder quelque chose, mais aussi un peu en train de regarder les autres. Et j'ai pas été complètement happée par le spectacle. Et il y a des moments où je me suis dit que cette longue descente des gens sur l'escalier qui remontaient après, c'était une mécanique qui me faisait presque un peu peur. Parce que je me suis dit, bon, bah voilà, si c'est si désarticulé un homme et que c'est une chaîne complètement anonyme, enfin, c'était aussi des images que moi j'aimais pas trop... Enfin, c'était beau et en même temps, je me suis sentie en train de regarder le spectacle et j'étais pas vraiment dedans. Et il y a vraiment juste une image que j'ai trouvée fabuleuse mais qui était juste tellement courte, j'aurais voulu que ça dure plus. C'est ce moment où ils tombent de l'escalier pour tomber sur les trampolines. Et ils le font plusieurs fois, mais il y a vraiment eu un moment où ils tombent de tout en haut qui est juste fabuleuse. Enfin, c'est très très beau. Mais... à part ça, ouais, je me suis sentie en train de regarder le spectacle et j'avais beau savoir pourquoi on me le disait, j'étais pas dedans, quoi. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un peu de noirceur. On est dans une ambiance, même lumière, un peu sombre. Il n'y a pas tant que ça de mise en lumière et peut-être que c'est justement sortir de cet abîme aussi pour aller vers la lumière. Mais il y a un petit côté inquiétant dans le spectacle qui est pour moi à la fois poétique et inquiétant. Parce que même les quelques paroles sont plus des sons que des... elles portent pas de sens. Enfin, c'est tout ce genre de choses. Je me suis dit, certes, j'ai des hommes qui font des prouesses techniques avec leur corps, mais est-ce que c'est encore des hommes qu'on veut nous montrer? Est-ce que c'est pas juste une mécanique, quelque chose qui est du désarticulé, mais pas un message vivant, quoi? Parce que les artistes, en fait, représentent tout ce qui se construit, ce qui s'écroule, tout ce qui se détruit. C'est pas forcément humain. Je pense qu'ils font référence également à des objets, aux bâtiments, encore une fois. Et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas vu, effectivement, une représentation humaine. Mais je pense que c'est volontaire. Moi, ça m'a plus inquiétée que... j'étais plus sur le côté mécanique que sur la beauté du savoir-faire, de leur... enfin, voilà, de tout ce qu'ils savent faire en tant qu'artiste, en tant qu'acrobate. Voilà, c'est ma réserve sur le spectacle. Moi, j'étais plutôt emballée, voire emportée. Ouais, je trouve que c'est un très beau spectacle pour lancer cette nouvelle salle, voilà, qui transmet bien cette âme.
l'âme du lieu. Et on a hâte d'y retourner. Eh bien, vous Ah oui, avez- parce qu'il y a des très belles choses à voir. Ben, c'est jusqu'au 24 octobre, donc vous pouvez retourner voir la Scala. Enfin, le spectacle Scala, vous pouvez découvrir aussi la Scala Paris, cette nouvelle salle. Donc Scala, qui est un spectacle conçu et mis en scène par Johan Bourgeois. Les représentations ont lieu les mardis, mercredis et vendredis à 21 h et le dimanche à 15 h. Théâtrel, avant de poursuivre en ta compagnie, tu voulais partager un coup de cœur? Oui, alors j'ai vu fin août, ou mi-août plutôt, dans le cadre de l'opération L'Île-de-France Fête le théâtre à l'île de loisirs de Cergy, un spectacle des Tréteaux de France qui s'appelle La guerre des salamandres, qui est adapté d'un roman de Karel Čapek et qui est mis en scène par Robert Renucci. Alors il s'agit d'un roman d'anticipation qui a été écrit en 1936. Et donc un marin découvre par le plus grand des hasards une espèce animale qui est très obéissante, qui est très malléable et très douée de ses mains. Alors cette espèce va être très très vite exploitée, utilisée à des fins commerciales, comme main-d'œuvre gratuite qui ne sera jamais rémunérée. On va faire beaucoup de profit grâce à elle, mais finalement cette main-d'œuvre va finir, parce qu'elle est également très très intelligente, elle va finir par penser. Elle va apprendre à parler et elle va finir par se rebeller contre l'homme qui l'exploite et chercher à prendre petit à petit le pouvoir. Alors c'est une très très belle histoire, la mise en scène est très ingénieuse, il y a une table centrale en bois rond qui est assez grande, une grande structure en cercle au-dessus, un voile sur lequel des images seront projetées, et ça peut devenir un bateau, une salle de réunion, un bar. Il y a 7 comédiens, 7 c'est ça, qui peuvent jouer jusqu'à plus de 50 personnages, voire davantage. Ils passent d'un personnage à l'autre, ils sont vifs, ils sont enthousiastes, ils sont charismatiques. C'est très enlevé, ça va très très vite. On passe également d'un cinéma à un yacht, à un bateau, un consortium d'hommes d'affaires qui cherchent à exploiter et manipuler cette main-d'œuvre. Et le texte est également très intéressant parce que c'est une critique très acide de l'exploitation à tout prix, de la recherche du profit à tout prix, et nonobstant les pensées, le ressenti de cette espèce qui est complètement manipulée. Alors c'est le 3e volet d'un cycle qu'a entamé Robert Renucci il y a quelques années, un cycle sur l'argent. Ça a commencé avec Le Faiseur de Balzac, qui était excellent. Et l'année dernière, il a monté La Valeur de Jerry Stern, qui était également très très bien. Et donc là, alors je crois qu'il conclut son cycle sur l'argent avec La guerre des salamandres. J'en suis pas tout à fait sûre, il y aura peut-être un 4e volet. Ça reste à confirmer. Et vraiment, je vous le conseille ardemment parce que c'est extrêmement bien joué. Il y a beaucoup d'humour, mais en même temps, il y a quand même un sous-texte qui est très intéressant, qui est passionnant. Ça reste les Tréteaux de France, donc c'est quand même du très 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 bon job. Et ça joue prochainement à la Maison des Métallos à partir du 17 octobre, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est du 17 au 28 octobre, c'est à la Maison des Métallos. Je rappelle le titre, c'est La guerre des salamandres. C'est de Karel Čapek, mis en scène par Robert Renucci. Et les représentations auront lieu à 20 h le mardi, le mercredi et le vendredi, à 19 h le jeudi et le samedi, et à 16 h le dimanche. Merci, et merci à toutes les trois. Théâtrel, tu restes avec nous et nous retrouverons Mordu de Théâtre et Aparté pour parler du Tartuffe. Alors l'année dernière, le théâtre de la Porte Saint-Martin présentait Le Tartuffe de Molière, monté par Michel Faux. Et pour cette nouvelle saison, même texte mais autre metteur en scène, dans le même lieu. Cette fois-ci, c'est l'artiste allemand Peter Stein qui s'attelle à ce classique. Cette comédie met en acte une famille divisée par la présence d'un certain Tartuffe, un homme au sein de la maisonnée. Orgon, le maître de la maison qui l'a recueilli, voit en lui un fervent dévot et n'entend rien aux mises en garde de son épouse, de son fils, de son beau-frère, de sa servante, de toute la maison. Jacques Weber joue Orgon et le rôle de Tartuffe est tenu par Pierre Arditi. Sur Twitter, Anne Angelo dit « Le Tartuffe mis en scène par Peter Stein à la Porte Saint-Martin, un dosage parfait entre réalisme et convention théâtrale. Clarté, profondeur, probité, distribution de premier ordre, le couple Weber-Arditi marquera les annales, tout simplement immanquable. » Vos réactions ?
Elle a raison, Anne Angelo. Mort du théâtre. J'ai rien à ajouter. C'était un spectacle que j'ai trouvé presque parfait. Je pense que je dirais après mon petit bémol. Mais c'est vrai que c'est mon 4e Tartuffe, je crois. J'ai rarement autant entendu le texte, même si c'est très surprenant au départ parce que les Alexandrins, travaillés par un metteur en scène allemand, c'est quand même très particulier. Mais on entend extrêmement bien le texte. Le duo Tartuffe-Orgon est effectivement magnifique. On comprend pourquoi Orgon aime tant ce Tartuffe, parce qu'il y a quelque chose entre ces deux personnages, et je suppose entre ces deux comédiens, il y a vraiment un amour ou quelque chose, une vraie complicité, et c'est beau, les moments où ils sont tous les deux. Donc oui, moi j'ai trouvé ce Tartuffe absolument splendide, et j'étais ravie de voir que la salle était de mon avis le soir où j'y étais. Théâtrelle. Alors, je ne suis pas d'accord avec Mort du théâtre. Je l'ai vu hier, donc c'est encore très très frais dans mon esprit. Moi, globalement, j'ai pas aimé. Je ne me suis pas ennuyée, effectivement, on entend bien le texte. Là-dessus, je n'ai rien à dire, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun parti pris de mise en scène. Je n'ai pas compris où voulait en venir Peter Stein. Le décor est blanc, très contemporain. Il y a quelques fauteuils, un canapé, un grand escalier blanc à jardin qui mène à une coursive tout aussi blanche, avec des portes tout aussi blanches. Il y a une table. Bon, quand on connaît la pièce, on sait très bien à quoi elle va servir, qu'elle est recouverte d'une nappe. Les costumes sont complètement disparates. On a plusieurs époques qui se mélangent. J'ai pas compris où voulait en venir Peter Stein, parce qu'il n'y a pas de transposition. Il n'y a pas grand-chose, on se demande, c'est très plat en fait. Ça m'a un peu saoulée. Si je peux me permettre, en fait, lui, il a toujours dit qu'il n'allait pas justement le transposer le texte. Il voulait juste le faire entendre. Et en fait, moi, ce que je trouve assez impressionnant, déjà, c'est de voir la réaction du public. Le public est ravi d'entendre le texte à ce point-là, en fait. En plus, je pense qu'il y a 2 temps. En fait, moi, je me suis rendu compte... Le décor est très épuré, immaculé. Il y a une certaine douceur en fait qui se dégage de cet ensemble très élégant. Moi j'ai ressenti ça. Et même Pierre Arditi, il est hilarant, mais il a un côté, il est mielleux. Même Jacques Weber qui d'habitude fait des grands coups d'éclat, il est complètement endormi. Il est complètement endormi par Tartuffe. Et je pense que, moi je l'ai ressenti comme ça en tant que public. Je me suis sentie comme anesthésiée. Et après coup, quand les vers arrivaient, je me rendais compte de la violence de ce qui était dit. Et je trouve ça hyper fort, en fait. Et je me dis qu'on a été tartuffié par Peter Stein, qui, en fait, c'est ce que j'ai dit, les apparences sont trompeuses, c'est-à-dire qu'il nous donne une mise en scène, soi-disant, sans aucun parti pris. Mais en fait, je pense que c'est son génie. Moi, je sais que j'avais vu Jacques Weber dans la dernière bande de Beckett, et c'était la même chose, c'est-à-dire qu'il laisse une place folle aux comédiens, en fait, à la présence des comédiens, et pour moi, ça, c'est le vrai théâtre. Alors, j'avoue qu'il y a des petits moments un peu ennuyeux, notamment le moment du beau-frère de Orgon. C'est un moment un peu long, je pense que là, il aurait fallu mettre plus de mouvement. Mais après, je pense qu'il y a des scènes qui sont des petits bijoux, quoi. Notamment la scène des amants, Valère et Marianne. Valère est formidable. Moi, c'est un peu ma révélation de la pièce, ce jeune comédien qui est très... il est vibrant, il est super, Loïc Maubillan. Voilà. Écoute, sincèrement, alors quand il est arrivé, je me suis dit, tiens, on arrive dans une comédie musicale, il va se mettre à chanter. Avec ses cheveux longs. Ah oui, c'est vrai, les cheveux. Avec les cheveux longs, alors lui, il arrivait façon 17e, je crois. Avec Marion Malenfant qui passe son temps à chouiner, c'est un peu Miss Ouin-Ouin. Oui, ça c'est vrai, c'est le défaut. Marion Malenfant, c'est le petit bémol, mais moi je suis persuadée qu'elle n'a pas réussi. Je pense qu'il a une idée, je pense qu'il veut faire un truc, je pense que quand il fait une mise en scène pareille, on peut lui faire confiance. Il est très pointilleux, ça se sent. Mais je comprends pas ce qu'il a voulu faire, et je pense qu'elle n'a pas encore peut-être qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas encore trouvé. Et puis son costume très fédo, en fait. Je n'ai pas trouvé ça beau. Tu parlais de douceur dans le décor, moi je l'ai trouvé assez froid, parce que même dans les lumières, dans l'utilisation des lumières, dans les changements, on passait d'un bleu à un rouge. Je ne trouvais pas que ça ait du sens. À un moment, je me suis dit, oui, effectivement, on voit une lune, donc effectivement, c'est la fin de la journée. Donc là, il y avait la lune, on pouvait comprendre. Mais
je trouvais que ça n'avait pas de sens, ça d'accord. n'avait pas l'air réfléchi, ou alors j'ai pas compris. Je pense que lui, il s'efface, il est metteur en scène, mais il s'efface devant la force des acteurs. Et moi, ça, je Et trouve du ça fort. Et texte. du texte, voilà. Je veux dire, Isabelle Gélinas, mais moi j'ai entendu une partie que je n'avais Exactement. jamais entendue. Ouais. Une réponse à MeToo, mais au XVIIe siècle. Quoi. Ouais, oui. C'est incroyable, j'avais jamais C'est vrai entendu que le le texte texte d'Elmire, résonnait. mais En fait, c'était... Ouais. T'as Moi, envie je de pense te qu'il y a lever moins et de de violence dire, dans les images, dans ce qu'on dire moi voit, mais aussi. la violence, elle est dans le texte et je trouve ça encore plus fort, quoi. C'est comme quand on lit un bouquin, moi je le trouve très fort là-dessus, quoi. Il a lissé en fait un peu le plateau et pour nous faire, moi ça m'a vraiment sonné après coup, quoi. J'étais sonnée et en même temps j'ai beaucoup ri, etc. Mais en fait on rit un peu jeune quand même, quoi. Et c'est assez génial d'entendre le public. Et moi je me dis peut-être comme nous on a l'habitude d'aller énormément au théâtre. C'est comme quand on regarde plein de séries qu'on binge-watch. Je pense qu'on est un peu lassé aussi parce qu'on a envie que ça aille plus vite et tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur nos téléphones, on fait plein de trucs en même temps. Et là, je trouve que Peter Shane, il nous oblige à nous poser, à prendre le temps. Et moi, je pense qu'il faut se mettre un peu plus à la place du public aussi, qui va peut-être moins. Et j'ai senti une vraie joie en fait du public de redécouvrir une œuvre qu'on a pu lire au collège quand on était enfant de cette façon en fait. Et ça, je trouvais ça fort. On va au théâtre pour entendre un texte, mais aussi pour voir. On a vu. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Toi, c'est l'intention qui te manque. L'intention du metteur en scène. Voilà, et je trouve que du coup, ça a un peu atténué ou altéré mon écoute du texte. Ouais, je comprends. Mais parce que peut-être, comme on s'attendait, comme c'est un peu une figure, etc., je pense que comme tout le monde en parlait énormément, effectivement, tout le monde s'attendait à un point de vue. Mais il y a un point de vue puisqu'on entend le texte. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. Si tu entends un texte Mais pareil, si tu entends chaque vers comme voilà. ça, comment tu peux dire qu'il n'y a pas de point de vue? Mais parce qu'aujourd'hui, on est un peu Parce dans la règle de la que mise c'est en beaucoup scène. trop disparate, ce n'est pas assez homogène. Franchement, sincèrement, ça m'a veux dire, à la fois dans les heurté en décors, fait, dans les décors, dans les époques. Mais justement, ce truc a traversé le temps d'une manière incroyable et il nous fait Alors je ressortir, préfère veux dans dire, ce cas-là c'est dingue. qu'il y ait vraiment une transposition dans une époque précise. Et la force de Molière et la force de ce Tartuffe, c'est que ça peut être joué dans n'importe quel costume, à n'importe quelle époque, etc. Mais de façon homogène et cohérente. Et d'ailleurs, il a mis tous les costumes. Voilà. Il Et a même mis on le voit mais dans la tous musique, en même dans la musique au départ. On Il passe manquait de les Lully époques historiques. à Mais des airs d'aujourd'hui. Et le bas. Ah si, ça me fait penser. Et au prologue. Mais c'est Mais justement. C'était pour nous dire, Voilà, c'est- c'était en 1600, je sais pas On n'a combien, pas besoin et là de c'est dénaturer, aujourd'hui. voilà. On n'a pas besoin Mais de moi, dénaturer le tu vois, texte. à la fin du prologue, je me suis dit, tiens, bon, ils sont passés par toutes les époques. On arrive au XXe siècle, ça va être joué en costume cravate. Eh ben non, pas du tout. On repasse d'une époque à une autre. Madame Pernelle arrive en douaigne, ou style douaigne. Orgon en bourgeois du 19e. Valère en... Ils appartiennent Non, tous à une KPDP, époque je différente crois. et tous ils ont subi le même Tartuffe. C'est ça. C'est fou. Non, C'est c'est ça. pas fou du tout à mon sens. Et ben on mis un si. Ouais. Et puis je sais pas, il a un sens du détail, il a un Ouais, ça, art c'est du détail. impressionnant. Quand tu vois le bas, elle a des bas, Isabelle Gélinas, Lumière, oui. et tu les vois, ils apparaissent à peine dans certaines scènes, mais tu as l'impression de les voir et tu te Ouais, dis Dans non, la scène je où elle les est ai sur pas la vus. table, tu les vois Non, bien mais quand même. jusqu'à ouais. la scène ouais. sur la table. Elle bouge Il bien t'ose pas plus, avant, tu te dis non, c'est il ça. a pas osé, Ouais, mais ouais. si. Et c'est génial, ce détail, il est génial. De mettre des bas. Mais oui. Je veux dire, ça change. Pour moi, ça a tout changé. C'était bien avec des Bah, bas. parce qu'en plus, elle est en robe rose. Elle fait ose un tout, et peu, puis quand elle parle, tu vois, quand elle dit, mais moi je suis une femme et je vais. Mais elle est m'aider. très bien, Isabelle Gélinas. Ils sont tous bien. Alors, Tartuffe, Pierre Arditi, moi je l'ai trouvé pas assez mielleux. Oh, il était génial. Moi, Il je le est trouvais superbe. Et puis extraordinaire. pour Il une est fois très- qu'il il est est bien, tenu, il Mais sait pas ce je qu'il l'ai sait pas. faire. Je trouvais qu'il manquait d'ambiguïté. Mais moi justement j'ai aimé ce côté parce que c'est intéressant, il joue un homme pervers, il avait ce côté, il montrait entre guillemets une certaine douceur et puis c'était un peu poker face quoi, et de l'autre côté il tournait la tête, il faisait un sourire mielleux effrayant. Moi j'ai trouvé ça génial ce côté justement assez sobre quoi, moi ça m'a vraiment fait ressentir la violence de Dans tout ça, dans la ce scène où côté, il est avec... sobre. Pardon, dans la scène où il est avec Elmire, justement, moi je trouvais qu'il n'était pas assez concubissant. Ah bah quand même. Quand il- Bah, c'est Bah vrai que non, quand il lui on met la main compare, sur la jambe, mais moi, j'avais dans le vu- regard... Ouais. Moi j'avais vu la version avec Audrey Fleurot et Michel Lescaut, là c'est vrai que ça allait fort quoi. Alors j'avais trouvé ça très intéressant, j'avais été très étonnée de voir ça, mais c'est pas la même chose, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même style de mise en scène, c'était pas le C'est but clair. de Peter Shine de nous faire voir la violence, je pense qu'il voulait nous la faire ressentir. Merci, on va s'arrêter là.
Vous avez jusqu'au 11 novembre pour aller voir ou revoir le Tartuffe de Molière mis en scène par Peter Stein au théâtre de la Porte Saint-Martin. Les représentations ont lieu du mardi au vendredi à 20h, le samedi à 20h30 et le dimanche à 16h. Merci à toutes les trois. Théâtrel et morts du théâtre, vous restez avec nous et nous retrouvons Théâtre Côté Cœur pour parler de la pièce Le Prénom. Le Prénom, de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, est créé en 2010 au Théâtre Édouard VII. Bernard Murat est déjà le metteur en scène du texte. Nommé dans 6 catégories au Molière 2011 et joué plus de 243 fois, la pièce cartonne au point qu'en 2012, Mathieu et Alexandre en font un film, Le Prénom, avec une distribution identique à celle de la pièce à l'exception du rôle de Pierre. Nommé dans 5 catégories au César 2013 et totalisant 3 347 000 entrées, le film cartonne. Les prestations de Valérie, Guillaume, Patrick et les autres deviennent cultes et marquent les esprits. Le pitch est simple, Vincent a déjà choisi le prénom de son premier enfant à naître. En annonçant lors d'un dîner que son fils s'appellera Adolphe, il plonge la famille dans le chaos. Pour sa rentrée 2018, Édouard reprend la pièce, toujours avec Bernard à la mise en scène, mais avec une distribution entièrement renouvelée. Sur Twitter, Spectative dit « Le prénom, une pièce bien ficelée, une mise en scène rythmée et charmante, des comédiennes et des comédiens de haut vol. Un fichu bon spectacle que je recommande pour une soirée plaisir. » Mort du théâtre. Une soirée plaisir, c'est pas vraiment ce que j'aurais dit. Moi, j'adore le film. Je n'ai pas vu le premier spectacle, je n'ai vu que le film. C'est un film culte pour moi, je le vois souvent. Et c'est vrai que j'ai été très déçue par les comédiens, en fait, dans ce spectacle. Ils ne m'ont pas fait rire. Je les ai trouvés à côté de leur rôle. J'ai vu la couturière, donc voilà, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais je les ai pas du tout trouvés ensemble. Ils formaient pas du tout un groupe d'amis. J'ai pas senti de complicité. Je les ai entendus beaucoup crier. Je les ai pas du tout sentis dans leur rôle et ça m'a dérangée et j'ai pas ri. Et si je ris pas sur le prénom, il y a quelque chose qui cloche. Théâtre Côté Cœur. Ouais, je crois qu'effectivement, le pari était risqué parce que, comme tu l'as dit, c'est très récent. Le film a énormément marqué les esprits. Je n'ai pas vu la pièce à sa création non plus. J'ai vu le film à plusieurs reprises. Et on a tous certaines répliques, certaines scènes, certains moments qui sont vraiment complètement ancrés. Et si on y va avec ça en tête, on ne peut être que déçu. Mais pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'était tellement fort que atteindre le même niveau est compliqué. Alors oui, on a vu La Couturière. Il y avait énormément de tension, je pense, parce que pour les comédiens, reprendre ces rôles qui ont tellement marqué, c'est pas non plus évident. Ce sont 5 rôles qui sont importants. J'ai trouvé, moi, par contre, qu'il y avait une cohésion quand même dans cette première. J'ai trouvé Florent Père plutôt juste. Pas la dimension de Bruel, mais juste dans le rôle. Les filles, j'ai eu un petit peu plus de mal. Mais là encore, parce que c'est difficile d'être au niveau de Valérie Benguigui et surtout avec toute la sensibilité qu'on a aujourd'hui quand on prononce son nom. J'ai trouvé que Jonathan Lambert criait trop aussi. J'ai trouvé que Sébastien Castro était très bien, mais vraiment très bien. C'est vrai. Et j'ai ri, moi. J'ai ri, j'ai passé un bon moment. Je pense que ça va marcher parce qu'ils vont se rôder, parce qu'il y a des noms, parce que les gens vont y aller pour retrouver cette pièce et qu'ils vont... Mais tu la retrouves pas. Franchement, moi je ne comprends pas cette proposition. C'était trop tôt, tu l'as dit. C'est trop, c'est tôt. Je suis d'accord, c'est trop. Maintenant, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui sont allées justement sur le prénom, sur la pièce, sur le texte, sur le souvenir de ce film et qui sont sorties enchantées. Moi, je m'interroge aussi surtout sur l'intérêt de remonter le prénom. Bon, c'était en 2011, donc c'était effectivement il y a 7 ans. Ma foi, pourquoi pas, on voit bien des Tartuffes tous les ans au Théâtre Saint-Martin. Mais... c'est pas non plus le même genre de texte. C'est vrai, mais voilà, à part faire un
je vais pas dire un coup commercial, mais remplir le théâtre en prenant aucun risque, si ce n'est de changer la distribution, et là en prenant des humoristes qui sont, je crois, connus, même si je n'en connaissais, je les connaissais pas, ni Florent Père, ni... Si, Jonathan Lambert un petit peu. Je vois pas trop l'intérêt, je trouve effectivement que c'était pas très très bien incarné. Jonathan Lambert, pardon, alors il était effectivement très stressé, ça se voyait, on était au premier rang. Oui. À un moment, il tremblait presque. Alors, on va peut-être lui trouver des circonstances atténuantes et peut-être que maintenant, ça va mieux. Moi, j'ai des réserves également sur le texte, en fait, parce que c'est encore un peu toujours ce qu'on voit beaucoup dans le théâtre de divertissement, le théâtre de boulevard, le théâtre parisien. Le règlement de compte au sein d'un groupe d'amis ou familial pendant un dîner. Ce sont en général des professions supérieures. C'est soit des quadrats de gauche, soit des quinquas de droite. Ça se ressemble beaucoup, toutes ces comédies se ressemblent, et finalement, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est pas très créatif. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, le texte a du mal à passer. C'était pas un spectacle de texte, c'était un spectacle de comédien. Or, quand on les a vus, à mon avis, ils n'étaient pas prêts. Moi qui adore Marie-Julie Beaup, j'ai eu du mal à le dire, mais ça allait pas du tout. Non seulement parce qu'elle a l'horreur de devoir passer derrière Valérie Benguigui, et dont on se souvient de ces scènes qui t'arrachent le cœur, mais en plus parce qu'elle était à côté, je sais pas, il a choisi de la diriger à mon avis très différemment de pour faire la Valérie Benguigui du pour film, jouer le en tout contraste. cas. Mais du coup, il y a quelque chose qui va pas, elle l'avait pas trouvé, son personnage, Mm. le soir on y était, et c'était très dur parce que son monologue, il est long quand même. Donc c'était dur. Souffrait un petit peu avec elle, je suis Oui, d'accord. alors que vraiment c'est une comédienne que vraiment on admire beaucoup, et c'était vraiment pas agréable comme moment, et je suppose que ça devait pas être très agréable pour elle non plus sur scène. Donc oui, c'est une grosse déception de mon côté. Si ça marche côté public, tant mieux. Mais je trouve quand même que c'est un peu... C'est pas très classe de remonter là-dessus en espérant faire un succès, en attirant les gens sur ce nom, avec des places qui sont quand même les places les plus chères de Paris, sur un spectacle qui n'était pas forcément fini. C'est pas très classe. Je suis d'accord, je pense qu'il y a un coût commercial qui est derrière. Je suis d'accord sur le fait que ça soit trop tôt. Maintenant, je pense que ça va trouver son public. Parce que c'est pas mauvais non plus. Les gens vont y aller, ça va trouver son public, c'est certain. Mais pourquoi est-ce qu'on ne propose pas un autre texte ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas découvrir quelque chose d'autre plutôt que de refaire éternellement les mêmes choses ? Ça, c'est un peu le problème de la création. Tu sais, il y en a qui font découvrir des textes qui ne sont plus montés, et puis ça ne vaut pas forcément le coup. Hein. C'est vrai. Je vise personne, mais quand même. Vous avez jusqu'au 6 janvier pour aller voir ou revoir Le Prénom de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, mis en scène par Bernard Murat au théâtre Édouard VII. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 21h, avec des matinées le samedi à 17h et le dimanche à 15h30. C'était la dernière pièce au programme de cette 15e émission de Radio Mortimer. Théâtre Côté Cœur, avant de nous quitter, tu voulais partager un coup de cœur ? Oui, alors, je vais commencer par partager un regret. Tu l'as dit, nous n'avons chroniqué que 4 pièces. Nous en avions prévu 5. Nous avions prévu le procès. Et, le procès, donc d'après Kafka, mis en scène par Christian Lupa, qui se joue actuellement au théâtre de l'Odéon. Et nous ne pouvons pas le chroniquer parce que nous avons pour principe d'avoir au moins 3 chroniqueurs pour chaque chronique. Et 2 d'entre nous n'ont pas pu assister à la totalité du spectacle suite à l'annulation, suite à un problème technique. On aurait certainement eu des débats assez passionnés sur ce spectacle. Je vais donc en venir à mon coup de cœur, qui est un spectacle qui se joue au Théâtre des Béliers parisiens. Ça s'appelle Les Crapauds Fous. C'est l'histoire de deux médecins polonais qui, pendant la guerre, ont sauvé plus de 6000 juifs de leur village en faisant croire aux Allemands que le typhus était arrivé dans ce village. Maladie extrêmement contagieuse qui fait que les Allemands n'osaient pas du tout rentrer dans le village de peur d'être contaminés. Et en fait, il y en a un qui a eu l'idée simplement de vacciner un de ses amis qui devait être envoyé en camp de travail et de faire des analyses de sang. Puisqu'il venait d'être vacciné, il était porteur du typhus. Et ils ont réussi à tenir comme ça pendant des mois, des années. Et cette pièce est mise en scène avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup d'énergie. Il y a 9 comédiens, dont Charlie Fargalia et Gaël Cotta, qui jouent les 2 jeunes médecins qui sont absolument magnifiques d'enthousiasme et de fraîcheur et d'émotion. C'est plein d'humour. On voyage entre New York dans les années 1980
et la Pologne dans les années 1939-40, avec 3 fois rien sur le plateau, juste 2 blocs de décors qui tournent et qui nous font voyager dans le temps et dans l'espace. C'est très bien joué, c'est très bien mis en scène. C'est une très belle histoire pleine d'humour et d'émotion. Ça se joue du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. C'est prolongé jusqu'au 4 novembre et il faut y aller parce que c'est vraiment un très beau spectacle. À voir donc au Théâtre des Béliers parisiens. Je vais quand même nommer la personne qui a écrit et mis en scène le texte parce que tu l'as pas mentionné, c'est Mélodie Mouret. Donc je rappelle le titre de la pièce, Les Crapauds Fous. Ah, et un petit mot, un dernier, pour Damien Jouillereau qui multiplie les rôles dans le spectacle et notamment qui fait une parodie d'Hitler. J'ai cru voir Charlie Chaplin dans Le Dictateur, c'était absolument hilarant et magnifique. Merci Théâtre Côté Cœur. Merci à toutes les 3. Je vous rappelle les pièces qui ont été l'objet de nos échanges passionnés ce soir. Construire un feu de Jack London, mis en scène par Marc Lenné au Studio Théâtre de la Comédie Française, à voir jusqu'au 21 octobre. Scala, conçu et mis en scène par Johan Bourgeois à la Scala Paris, à voir jusqu'au 24 octobre. Le Tartuffe de Molière, mis en scène par Peter Stein au Théâtre de la Porte Saint-Martin, à voir jusqu'au 11 novembre. Et enfin, Le Prénom de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, mis en scène par Bernard Murat au Théâtre Édouard VII, à voir jusqu'au 6 janvier. J'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus autour de la table, en l'occurrence toutes celles qui sont venues autour de la table ce soir. Théâtre Côté Cœur, Mordu de Théâtre, Théâtrel, Aparté, La Nouvelle Claque. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre, qui nous soutiennent, qui font aussi partie de l'équipe et que nous aurons peut-être le plaisir de recevoir lors de la prochaine émission qui sera disponible à partir du mercredi 7 novembre. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous apostropher au hashtag Radio Mortimer. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!